Écoutez, merci beaucoup à toutes et à tous d'être là en présence. On a une salle comble. Et en ligne aussi, il y a d'autres personnes qui vont se joindre à nous. Mon nom est Jean-François Gauvin. Je suis professeur au département des sciences historiques et surtout le directeur du Centre de recherche culture en société, le CELAC, qui est un partenaire avec l'activité d'aujourd'hui, avec la chaire. Donc, ça va être vraiment une immense joie de remercier nos deux collègues ici présents d'avoir accepté cette invitation à présenter les résultats d'un important rapport qui a été récemment déposé au gouvernement du Québec. En effet, comme on a pu le lire abondamment dans les journaux, c'est difficile de voir la presse, tout le monde en a parlé, les membres du comité conseil sur la découvrabilité des contenus culturels ont présenté le 31 janvier 2024, donc tout récemment, au ministre Mathieu Lacombe, le rapport intitulé « La souveraineté culturelle du Québec à l'ère du numérique ». Les 32 recommandations, on va aller vraiment en détail, vous savez, c'est des juristes, on se va une après l'autre, on va vraiment aller dans le détail. Du rapport s'inscrit dans une vision globale visant à protéger et à promouvoir les contenus culturels d'expression originale de langue française. Et donc, le comité conseil était formé de 4 personnes. D'abord, ici avec nous, Véronique Guévremont, qui est membre du CELAC, je dois absolument le mentionner, est professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval et titulaire de la chaire de l'UNESCO sur la diversité des expressions culturelles. Et ses recherches sont reconnues à l'échelle mondiale pour ses travaux sur le droit international de la culture, le droit international économique et le droit international public en général. Patrick Taillon, donc aussi professeur titulaire à l'Université Laval ici à la Faculté de droit, et co-directeur du CELAC, le Centre d'études en droit administratif et constitutionnel, est reconnu à l'échelle canadienne, donc nationale et internationale, pour ses travaux, entre autres, sur la démocratie référendaire, sur les évolutions passées et à venir de la Constitution, et sur les modes d'exercice du pouvoir constituant et le renouvellement et l'évolution du fédéralisme canadien. Donc, toutes des choses que je ne connais absolument pas. Les 2 autres membres du comité conseil, on doit aussi les mentionner quand même, c'était Louise Baudouin, qui était notamment ministre de la Culture et des Communications et ministre des Relations internationales du Québec, et M. Clément Duhaime, qui est un haut fonctionnaire québécois et a entre autres exercé les fonctions d'administrateur en chef de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, comme vous voyez, c'est un comité conseil d'experts vraiment très bien sélectionné pour parler de ce projet-là et donc ce concept-là qui est très, très important. L'activité s'inscrit dans le cadre des Midis de la culture de la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles avec le partenariat du CELAC, comme j'ai dit. Je tiens pour cela finalement à remercier Ivana Otasevich, qui est la directrice adjointe de la chaire UNESCO, et Marie-Christine Lambert-Perrault, qui est la coordonnatrice adjointe du CELAC, pour l'organisation de cette activité et surtout pour leur travail formidable au quotidien. Alors, la parole est à vous, chers collègues, chers experts. Merci. Merci Jean-François pour cette introduction. Merci à vous toutes et tous d'être là aujourd'hui. Ravi de revoir certains visages, entre autres, que je n'avais pas vus depuis longtemps. Et merci également au public en ligne d'être avec nous. Alors, oui, c'est vraiment un privilège que vous soyez là afin d'assister à cette présentation d'un rapport sur lequel nous avons travaillé, je crois que nous avons débuté il y a 1 an environ. Donc, bientôt 1 an. Donc, amené à la production de ce rapport qui a été lancé à la fin janvier de cette année, fin janvier 2024, ce rapport sur souveraineté culturelle à l'ère numérique, donc produit par le comité conseil que Jean-François vous a présenté. Alors, je vais mettre la table. Vous rappelez le mandat que l'on a reçu, les grandes orientations aussi qu'on a décidé de donner à nos travaux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, qui sera de parler plus spécifiquement là, du choix de travailler sur les contenus d'expression originale en langue française, pourquoi avoir choisi cette thématique plus spécifique que contenu québécois, qui était dans les termes de notre mandat. Et je vous présenterai la structure du rapport et ensuite on va s'alterner les prises de parole. Sans grande surprise, je vais vous parler un petit peu plus du volet international. Patrick prendra la parole comme constitutionnaliste pour vous parler des enjeux
partage des compétences en la matière entre le niveau fédéral et, bien entendu, l'exercice des pouvoirs législatifs et dans le domaine culturel du Québec. Je reviendrai à la fin pour vous parler d'autres mesures. Parce qu'au-delà des mesures législatives, l'action internationale, il nous est apparu important d'attirer l'attention sur d'autres aspects qui ne portent pas spécifiquement directement sur la découvrabilité, mais qui sont tout de même extrêmement importants pour réussir en matière de découvrabilité de toutes nos politiques visant la découvrabilité d'expression culturelle dans un environnement numérique. Alors, on a quoi, une quarantaine de minutes, puis 40 minutes de questions, on a une heure devant nous. Donc, on prendra, bien entendu, peut-être par souci de fluidité, les questions vraiment à la fin de nos présentations, mais notez-les. On se réserve beaucoup de temps aussi pour l'échange et même chose en ligne. Je ne sais pas quelle est la procédure, mais peut-être écrire dans la conversation. On va tester. Les questions, ça fonctionne bien. On va tester. Excellent. Alors, je rappelle dans un premier temps le mandat qui nous a été attribué. Je vais peut-être dire un mot d'abord, c'est que ce rapport, si vous ne l'avez pas lu, il est disponible en ligne en inscrivant le titre. Vous tombez sur le rapport assez facilement. Il a aussi été mis en ligne sur le site de la chaire UNESCO. Et donc, on rappelle dans la lettre, quand nous signons au début du rapport, lorsque nous l'avons remis au ministre, on rappelle le mandat qui nous avait été donné, c'est-à-dire de répondre à 3 questions. Je vous les nomme rapidement. La première, comment protéger l'accès à la culture québécoise à l'ère du numérique? L'accès à la culture québécoise. Deuxième question, comment améliorer le positionnement du contenu culturel québécois francophone sur les plateformes numériques. Qui dit plateforme de diffusion de contenu, je pense qu'on peut penser assez systématiquement à Netflix, auquel vous êtes sans doute abonné, Spotify, Deezer. Bien entendu, vous pouvez avoir d'autres plateformes, des plateformes québécoises aussi comme la tienne, et bien entendu, ces grandes plateformes multinationales. Et troisième point, comment défendre la spécificité linguistique du Québec. La spécificité étant au Québec, le français est la langue officielle, mais il y a aussi une diversité linguistique. Bien entendu, les contenus anglophones sont aussi présents. Il faut-il le rappeler que nous sommes en pleine décennie des langues autochtones. C'est un enjeu aussi important que de pouvoir promouvoir les langues autochtones, mais ça ne faisait pas partie de notre mandat. Mais il fallait l'avoir. Alors, vous notez que dans ce mandat, il est question de culture québécoise, de positionnement du contenu culturel québécois francophone et de défendre la spécificité linguistique. Au moment même où on lançait nos travaux, sortaient des statistiques importantes, alarmantes, sur la présence du français dans l'environnement numérique, en particulier au Québec, ce à quoi les Québécois ont accès ou ce qu'ils consomment en termes de contenu culturel francophone dans l'environnement numérique. On ne va pas vous assommer de statistiques, mais ça nous paraît important de nommer celles, notamment qu'on a présentées en tout début de rapport. Vous verrez, c'est quand même assez impressionnant. Dans le secteur musical, on a cité dans l'introduction, une étude publiée par l'Observatoire de la culture et des communications, l'Institut de la statistique du Québec, a démontré qu'en 2022, les interprètes québécois comptaient pour 8% d'écoute faites par les Québécoises et les Québécois sur les services de musique en continu. 8%. De plus, parmi les 10 000 pistes les plus écoutées au Québec, la part des enregistrements interprétés en français n'était que de 8,6%, soit 5,3% provenant du Québec, 3,3% de l'extérieur de la province. À l'inverse, la part des enregistrements interprétés en anglais s'est élevée à 85,7%. Et faut-il aussi rappeler qu'au même moment, alors qu'on recevait ce mandat de réfléchir aux questions qui nous étaient posées, il y avait du côté du ministre de la langue française, Jean-François Robert, aussi mis en place un comité interministériel chargé de réfléchir aux enjeux et aux défis en matière de protection de la langue française au Québec. Alors, assez tôt dans nos travaux, nous sommes interrogés. Sur quoi allons-nous? Oui, nous sommes à la croisée, le mandat est à la croisée culture québécoise, expression francophone, francophonie. Lorsqu'il est question de découvrabilité, je vais le définir dans quelques instants, quel type de contenu allons-nous
privilégié dans les propositions, les recommandations que nous allons formuler. On protège quoi? On protège quoi et on veut rendre découvrable quoi exactement dans l'environnement numérique. Alors, une parenthèse sur découvrable. Une partie des personnes ici, je pense, qui sont assez familières avec le terme. Peut-être pour d'autres, c'est quoi ça, découvrir? C'est quoi rendre découvrable? C'est quoi les enjeux de découvrabilité? On parle du numérique. On sait que dans l'environnement numérique, l'espace est infini. Tout ce qui existe en matière de contenu culturel, même non encore numérisé aujourd'hui, a potentiellement vocation, comme destinée, éventuellement d'être rendu disponible dans l'environnement numérique. Ça, ce n'est pas un problème. Ça a même été, hein, quand on a opéré le virage numérique dans le domaine des industries culturelles et créatives, c'était même une sorte d'idéal annoncé. Enfin, on n'est plus restreint par le nombre d'écrans de cinéma qu'on a dans notre ville, par le nombre de chaînes de télévision, par ce qui passe à la radio, ce qu'on est capable de s'acheter comme musique en allant chez le disquaire. L'accès est infini. Est-ce que c'est pour autant qu'on peut réellement entrer en relation avec tout le contenu culturel qui est disponible, qui est accessible dans l'environnement numérique? En théorie, oui. En pratique, si vous êtes des abonnés à certaines plateformes, vous savez que la plateforme, elle vous guide aussi dans ce que vous allez écouter, dans ce que vous allez visionner. Oui, vous pouvez utiliser le moteur de recherche, mais c'est donc facile de se laisser proposer des contenus, souvent similaires à ce qu'on a déjà écouté précédemment, et en fait, une emprise très, très forte qui s'opère de la part des algorithmes de recommandation, donc qui sont des propositions personnalisées, souvent personnalisées, qui sont faites à chaque utilisateur en fonction de ce que vous avez aimé précédemment, de vos habitudes de consommation, du coup, vous exprimez à travers voilà, la façon dont vous vous comportez sur les plateformes. Chacun dans nos vies, on sait que c'est très rare qu'on va à la 3e page de suggestion Google quand on fait nous-mêmes une recherche. Généralement, la vraie vaste majorité des gens vont trouver leur bonheur dans la première page. Des fois, ils sont assez cool pour se rendre à la 2e, mais les statistiques là-dessus sont phénoménales. Ça, c'est pour Google quand on est nous-mêmes en mode action, recherche. Imaginez en mode divertissement, repos, machin, comment on se laisse bercer par ce qui nous est suggéré. Absolument, je suis parfaitement d'accord avec toi. Et la réalité, c'est que lorsqu'on est connecté à des grandes plateformes, comme, encore une fois, celles que vous connaissez, la façon dont on propose des contenus, est prédictée aussi par des choix économiques, par des modèles d'affaires. Les plateformes qui produisent elles-mêmes du contenu mettent leur propre contenu de l'avant. Et l'enjeu de l'industrie qui est aussi, selon qu'il y a une plus grande quantité de contenu musical, par exemple, sur une plateforme, les chances qu'on vous propose du contenu en anglais est beaucoup plus grande que du contenu francophone, même si vous êtes dans un pays francophone ou dans une région géographique francophone. Alors, on pourrait parler longtemps juste du modèle d'affaires, mais la réalité, c'est que celle-là, nous sommes dans un environnement avec des joueurs qui ont des modèles d'affaires qui sont extrêmement puissants et qui mettent de l'avant le contenu qu'ils veulent bien nous proposer. Alors, comment faut-il réagir? Comment est-ce qu'on peut s'adapter? Comment est-ce que par le biais de nos lois, nos politiques, on peut renverser cette tendance? Et encore une fois, je reviens à notre choix. Doit-on plutôt promouvoir la découvrabilité de contenu québécois ou encore de contenu francophone, sachant aussi qu'il y a un point de rencontre très fort si on est au Québec et on met de l'avant les politiques visant à promouvoir les contenus francophones, il est clair que le contenu québécois trouvera une place importante. Alors, pour un ensemble de raisons, nous sommes allés vers les contenus francophones. Et on peut dire que tout le long de nos travaux, ça a été toujours très, très facile de s'entendre, surtout sur l'idée qu'il fallait agir, puis même sur les stratégies d'évaluation des contraintes. Et ça, on s'est entendu, mais ça demandait quand même de plus longues discussions. Oui. Et je dirais qu'à chaque fois qu'on a dit à quelqu'un autour de la table, il fallait repartir. Donc c'est pas un point banal. Je te laisse y aller, mais les raisons qui amènent, le réflexe de beaucoup de nos décideurs, c'est de dire qu'il faut protéger le contenu local, ici. Et c'est un réflexe légitime. Nous, on va à contre-courant de ce réflexe-là. C'est multifactoriel.
te laisse y aller sur le... Ben, le premier facteur, ce sont les statistiques, le déclin du français au Québec qui est abondamment documenté. Puis je pense qu'il y a des personnes ici dans la salle qui pourraient aussi renchérir sur cette dimension. Deuxième élément, j'y reviens, là, c'est qu'en faisant la promotion des contenus francophones, on fait aussi, bien évidemment, la promotion des contenus québécois. Mais il y a plus. Nous sommes engagés comme État pouvoir législatif dans la Fédération canadienne au titre d'une convention internationale qui s'appelle la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Alors, il nous paraissait que d'aller vers les contenus francophones, c'était aussi faire le choix de la diversité, de ne pas simplement, à travers les actions que nous recommandons, ne pas uniquement promouvoir la culture québécoise, mais aussi une culture québécoise dans la francophonie, en sachant très bien que toute expression culturelle francophone est apte à protéger aussi notre langue française, à séduire un public. Les bons contenus trouveront leur chemin jusqu'au public, et qu'ils soient dans une autre langue ou bien entendu en français. Et tant mieux si d'excellentes productions de la France, de la Belgique, du Sénégal, du Maroc et d'autres pays de la francophonie viennent enrichir notre offre de contenu culturel et séduire un public francophone. Donc, on a fait ce choix de l'ouverture qui nous paraît conforme à nos engagements au titre de la Convention. Un autre élément, c'est que nous pensons que nous avons besoin d'alliances dans cette lutte visant la découvrabilité de contenus locaux, nationaux et dans certaines langues. Et les alliances, elles doivent se bâtir entre pays francophones ou entre communautés francophones, parce qu'il y a aussi des francophones hors Québec qui ont les mêmes préoccupations que les nôtres. Donc, au sein des francophones du Canada, au sein de la francophonie a un rôle à jouer, nous pouvons tous nous aider mutuellement, mais aussi entre espaces linguistiques. Le combat que nous menons, parce que je pense qu'ici, on n'est pas seulement des chercheurs, mais des militants, pour préserver la langue française, d'autres nations le mènent pour protéger aussi d'autres langues face à la domination de contenus anglophones. Et loin de nous l'idée de nous priver d'accès à ces contenus anglophones. C'est vraiment d'aller vers un équilibre et de permettre que les francophones aient accès à du contenu francophone, comme les hispanophones peuvent vouloir la même chose. Au sein de l'Espagne, les Catalans, je salue ma doctorante catalane, notamment ici, l'espace linguistique arabophone peut avoir les mêmes préoccupations. On veut tous la connaître. On veut la Laurence, enchantée, Laurence. Catalane. Et on s'est dit, si on veut, c'est quand même une lutte qu'on mène, entre autres, contre les géants du web, hein, ou avec, parce qu'éventuellement, ce que l'on veut, c'est pas d'être contre, mais de collaborer avec eux pour mettre de l'avant les contenus francophones. Et d'autres ont envie d'aller de l'avant. Et c'est cette idée que plusieurs espaces linguistiques se mobilisent au sein d'organisations internationales comme l'UNESCO. Et on parlera dans quelques instants du volet international. Et bon, je ne veux pas entrer dans le détail, mais on vit aussi dans un espace d'intégration économique. Nous avons des engagements commerciaux. Dans ces engagements commerciaux-là, il nous est dit que nous avons des engagements à ne pas discriminer des biens et des services en faveur de leur lieu d'origine. Bien entendu, au Canada, nous sommes dans plusieurs accords protégés par une exemption culturelle qui nous donne le droit quand même d'adopter des politiques culturelles pour favoriser notre culture locale et nationale. Mais sans entrer dans les détails, cette protection-là est fragile et a tendance à s'effriter au fur et à mesure qu'on négocie de nouvelles ententes. Alors, il y a ça aussi de privilégier l'ouverture plutôt que la simple promotion de nos contenus nationaux et locaux. Il y a un aspect commercial sur lequel je ne m'étendrai pas, mais qui a été pris en compte dans nos réflexions. J'ajoute peut-être un petit grain de sel, surtout parce que tu me regardes. C'est vraiment multifactoriel le choix de dire on ne protège pas le local, puis tu as soulevé beaucoup de points, même si je pense que le dernier sur les accords, là, en tout cas moi dans mon cheminement, il y a pesé lourd. Mais sur le plan interne, par rapport au fédéral aussi, il y a une dimension qui est à considérer. C'est-à-dire que le fédéral a l'ambition d'agir sur la découvrabilité, a l'ambition de régir les plateformes. Il a adopté un projet de loi C11, mais qui n'a aucun sens tant qu'il n'est pas concrétisé
par le CRTC? Est-ce qu'il y aura le temps d'être mis en œuvre avant l'alternance politique qui s'en vient? Supposons que oui. Bien, le Canada a l'ambition, lui, de jouer sur l'approche contenu local. Et donc, un Québec qui dit, nous, on va avoir plus une approche linguistique, les contenus originaux en langue française, ben, c'est complémentaire puis ça se différencie. Ça, c'est à considérer aussi. Et d'autres aspects aussi internes à considérer, c'est qu'on en parlera tantôt, mais même si c'est un peu ennuyeux, mais sur le plan du partage des compétences, le Québec a, selon nous, le pouvoir d'agir, mais ce n'est pas un pouvoir illimité. Ottawa a aussi un gros bout de cette compétence-là. Et on a une compétence partagée en culture, mais sur le plan de la langue, notre compétence est peut-être encore plus forte qu'en culture. Donc, en fondant l'action législative du Québec, oui, sur la culture, mais beaucoup sur la langue, on pensait aussi que ça nous plaçait dans une position plus solide sur le plan du partage. Puis après, il y a la dimension, que tu as déjà souligné, rapport avec les Franco hors Québec. Voilà. Bref, ce choix-là entre local et expression originale française, c'est un gros pivot dans l'élaboration de notre réflexion qui n'a pas été simple à prendre, qui n'est pas toujours simple à communiquer non plus, mais Véronique le fait très bien. Et c'est pour ça qu'on prend un moment au début de la présentation pour insister en détail sur cet aspect-là, puis on pourra en discuter en période de questions, parce que c'est un choix qui, oui, là, comporte des avantages et des inconvénients. On en est conscient, mais c'est une conviction profonde, après avoir retourné toutes les pierres, que ça, c'est un meilleur choix que d'y aller sur le terrain du contenu local. Alors, je rentre peut-être dans le contenu du rapport à travers un fil conducteur sur lequel je tiens à m'arrêter quelques secondes, qui est celui de la souveraineté culturelle. Alors, c'est le titre du rapport, la souveraineté culturelle à l'ère du numérique. Nous pensons que la découvrabilité des contenus culturels, c'est une question de souveraineté culturelle que l'on doit protéger par des actions à déployer à différents niveaux. Au niveau international, à travers notre présence, le Québec, au sein d'organisations internationales comme l'Organisation internationale de la francophonie, comme l'UNESCO, mais aussi dans nos relations bilatérales, avec entre autres, par exemple, avec notre partenaire privilégié qui est la France, donc au niveau international. Mais notre souveraineté culturelle, on doit aussi la défendre à l'intérieur de la fédération à laquelle le Québec appartient, parce que le Québec, et Patrick vous l'expliquera, il vous en parlera plus en détail, a bien entendu des compétences à exercer dans le domaine culturel, compétences qui doivent aussi s'étendre à l'environnement numérique. Donc, il y a un aspect ici de partage des compétences qui est extrêmement important. Donc, la souveraineté culturelle du Québec, elle doit s'affirmer au sein de la Fédération canadienne et elle s'affirme dans sa relation avec la Fédération, mais bien entendu à travers les lois, les politiques que l'on peut déployer sur notre propre territoire. Et j'oserais dire qu'à cet égard, la souveraineté s'affirme aussi vis-à-vis des acteurs du numérique. Ce n'est pas vrai que ces joueurs, parce qu'ils ne sont pas physiquement présents sur notre territoire, échappent à l'emprise, à toute emprise de nos lois, de nos règlements. Nous avons des politiques publiques qui ont pour fin l'atteinte d'objectifs légitimes et la protection du français en lien. Et à cet égard, notre souveraineté doit aussi s'affirmer à l'égard de ces joueurs qui, sans être présents sur notre territoire, ciblent la population québécoise. Donc, c'est un autre ancrage, c'est plus l'ancrage territorial, mais le fait que nos publics, notre société aiguisée, qui nous donne toute la légitimité d'agir. Alors, je vais dire un mot sur l'international, mais je veux passer assez rapidement la parole à Patrick, qui vous parlera des volets fédéral et provincial. Alors, au niveau international, on a fait un parallèle avec l'un des plus grands succès de la diplomatie québécoise, qui a été la négociation, il y a presque 20 ans maintenant, de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Convention qui s'est négociée à l'UNESCO. Donc, au sein d'une organisation intergouvernementale au sein de laquelle le Québec n'est pas un membre, puisque ce sont les États qui sont membres de l'UNESCO, mais où le Québec a quand même une présence active depuis fort longtemps,
une présence qui s'est même régularisée lorsqu'en 2006, le Québec a conclu une entente avec le Canada au sujet de la présence de représentants du Québec au sein de la délégation canadienne à l'UNESCO. Alors, tout comme cette convention est due à des alliances diplomatiques, en particulier avec la France dans un premier temps, mais aussi avec d'autres pays qui ont permis de porter la question de la diversité culturelle à l'UNESCO et de se retrouver avec cette entente internationale. On pense que le même combat, entre guillemets, si on peut parler de combat, doit aujourd'hui être mené pour porter la question de la diversité linguistique des contenus culturels à l'agenda des travaux de l'UNESCO. L'UNESCO, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Donc, qui dit culture dit aussi langue, et il y a matière à travailler sur la diversité linguistique des contenus culturels à l'UNESCO. Pas de réinventer la roue, pas de se doter d'une nouvelle entente internationale. La convention qui existe depuis près de 20 ans, elle est satisfaisante, elle a déjà mené à des progrès, des avancées en matière de politique culturelle, y compris les politiques qui sont mises en œuvre dans l'environnement numérique. Mais jusqu'à présent, la question linguistique n'a pas été prise de front dans l'enceinte de cette convention, alors qu'il y a un lien étroit entre diversité des expressions culturelles et diversité linguistique. Alors, nous avons recommandé très tôt dans nos travaux que cette question soit portée à l'agenda des travaux menés par les organes de la Convention. Ça donnait parfaitement bien, parce qu'en juin dernier, il y avait une conférence des parties à cette Convention. Les parties se réunissent à tous les 2 ans, et en juin 2023, il y avait une conférence des parties où, en plus, il y avait un point à l'ordre du jour des travaux qui était réfléchir à la mise en œuvre de la Convention dans l'environnement numérique, comment accélérer la révision de nos politiques, comment les mettre en œuvre pour qu'elles aient un effet sur la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique. Alors, nous avons fortement encouragé le ministre qui allait se rendre à Paris à cette occasion de faire inscrire à l'agenda de ces travaux la diversité linguistique des contenus. Et l'équipe du ministère de la Culture, du ministère des Relations internationales ont travaillé très fort pour que cette question soit effectivement inscrite. Ce qui fait qu'au niveau international, déjà, il y a un chantier qui est engagé. La décision des parties à la Convention en juin 2023 a été de former un groupe de réflexion sur le sujet, et ce groupe travaillera en 2024-2025 à la formulation de recommandations pour améliorer la mise en œuvre de la Convention dans l'environnement numérique. Et un des 4 thèmes, c'est la diversité linguistique des contenus. Et le deuxième thème, un des autres thèmes, c'est la découvrabilité des contenus locaux et nationaux. Alors là, la table est mise pour tisser les alliances dont je vous ai parlé précédemment et faire en sorte qu'au niveau international, on avance dans nos réflexions sur le sujet. Pourquoi c'est si important? Parce que, encore une fois, je pense que le combat ne peut pas être mené seul. Une petite nation comme le Québec fait de très grandes choses, mais elle a quand même besoin d'alliés pour que ce sujet de la diversité linguistique des contenus devienne une valeur défendue par une pluralité, par une masse importante d'États sur la scène internationale. Et c'est peut-être de cette façon-là qu'un contrepoids, qu'une influence va pouvoir s'exercer sur l'action des plateformes. Qui dit niveau international, dit aussi Organisation internationale de la francophonie. Le gouvernement du Québec est présent, est un membre à part entière de l'OIF. L'OIF, dans sa plus récente déclaration adoptée à Djerba en octobre 2023, c'est ça, a inscrit aussi la question de la découvrabilité comme un enjeu très important sur lequel l'organisation entend travailler. Donc, on a la rencontre parfaite ici de découvrabilité et, bien entendu, promotion des contenus en langue française. Alors, il y a un agenda à déployer au sein de l'OIF. Francophonie veut dire aussi TV5 Monde, une plateforme qui existe déjà, mais qui pourrait être bonifiée, des investissements plus importants pourraient être faits dans TV5 Monde pour mettre davantage de contenu. Ça, c'est un élément de réflexion sur lequel on faudra revenir, mais faut-il créer des plateformes alternatives à celles qui existent déjà? Ce n'est pas évident. Certains pays s'y sont essayés et ce n'est pas simple. La France, en particulier, a eu des essais-erreurs en la matière. On en a une plateforme francophone qui pourrait sans doute être renforcée. Et bien entendu, nos alliances bilatérales. On travaille déjà, et les gens du ministère de la Culture, je pense que certains sont présents en ligne, ont
déjà lancé depuis quelques années un programme de travail avec la France sur la déclarabilité des contenus francophones, travaux auxquels la chaire et plusieurs des personnes ici avons contribué, notamment pour aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, dans d'autres États. Il y en a d'autres qui sont allés un petit peu plus vite que nous pour promouvoir, promouvoir la présence de contenus nationaux et locaux sur les plateformes et leur mise en valeur. On pense à l'Union européenne notamment. Donc, il y a matière à regarder ailleurs. Et la France et le Québec se renforcent mutuellement à cet égard-là, en s'inspirant l'un et l'autre d'actions qui peuvent être entreprises pour travailler à la détrabilité des contenus francophones. Alors, voilà pour le niveau international. Je ne sais pas si vous avez ajouté quelque chose sur ce niveau-là, sinon, bien entendu, je te laisse enchaîner. C'est plus fort que moi parce que je ne connais rien. Et moi, je parle souvent de choses dont je ne connais pas. C'est une blague. Mais sans blague, c'était vraiment fascinant ce volet-là de nos travaux. Et Véronique, peut-être un peu trop modeste ici, mais moi, j'avais l'impression, le cœur de la stratégie, hein, c'est de rejouer le film qui est l'un des plus grands succès de la diplomatie québécoise, la Convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle, et donc de le rejouer à l'heure de ce problème-là. Et là, moi, j'étais fasciné de vous écouter parce que vous étiez tous des acteurs aux premières loges de ce truc-là. Louise Beaudoin était elle-même ministre québécois de la culture. Elle avait à bâtir une coalition, oui, avec la France, mais aussi à mettre le fédéral dans le coup et d'essayer de travailler main dans la main. Clément Duhem était, je pense, à ce moment-là, il n'était plus délégué du Québec, il était administrateur, comme le premier fonctionnaire de la francophonie. Et Véronique ne le dit pas souvent, mais dans ces années-là, elle a été à la délégation du Québec à Bruxelles et elle a aussi travaillé à l'UNESCO. Alors, elle avait un rôle discret, peut-être, plus qu'un ministre ou un administrateur, mais elle était elle touchait un peu aux manettes de tout ça. Et donc, c'était fascinant de vous entendre, cette expérience-là. Puis, c'était très facile pour nous de s'entendre sur le fait que seul, on n'y arrivera pas. Et ce n'est pas avec une seule action que le Québec va arriver à dire parfait, on règle ce problème-là. Et ça, c'est ça qui est dur dans ce dossier-là. Parce que pour certains d'entre nous, peut-être les plus âgés, on a grandi dans un monde où l'État était capable d'arriver et d'imposer souverainement sa volonté en disant à la radio, ça va être 40 de quotas francophones. Puis là, on allait à l'épicerie dans notre voiture, on était constamment exposés à de la chanson d'ici. Puis le fait de l'entendre, ça fait en sorte qu'on l'aimait davantage, on l'écoutait davantage. Même chose pour la télé. Donc, le monde a profondément changé. Et très vite, le thème de la souveraineté culturelle nous est apparu comme le filon pour faire le lien entre le vieux combat du Québec pour son autonomie dans la culture à l'intérieur du Canada, le vieux, je le dis sans mépris, là, je le dis avec affection, donc le vieux combat de Robert Bourassa et compagnie pour que le Québec ait plus d'autonomie en culture, qui a souvent été tourné autour du slogan de souveraineté culturelle comme une façon de dire, à savoir oui ou non la souveraineté complète du Québec, à tout le monde, on pourrait commencer par une souveraineté complète en culture. Donc, il y a ce vieux thème dans l'univers des relations fédérales provinciales et en même temps faire un pont entre ce vieux thème-là et, au fond, un combat qui est celui désormais de tous les États. Tous les États ont un enjeu de souveraineté, d'imposer leur autorité sur ces nouveaux acteurs. Donc, très vite, c'est devenu évident que ça prenait une stratégie diversifiée, avec des actions qui allaient peser sur un peu tous les boutons. À l'international, on a des cartes dans nos jeux. On n'a pas toutes les cartes, mais on en a quelques-unes. Donc, il faut les jouer. Et c'est ça que Véronique nous a bien exposé. Puis, on sait qu'on a déjà eu des succès. Fait qu'on le succès de 2005 est majeur pour aller dans cette trace-là. Sur le plan interne, au Québec, on a aussi des cartes dans notre jeu et on ne les a pas toutes, mais celles qu'on a, il faut apprendre à les utiliser. Donc, le rapport, il est beaucoup dans une optique volontariste d'essayer de démontrer qu'une action est possible, d'essayer d'établir c'est quoi les fondements de cette action-là, d'identifier, oui, il y a des risques, il y a des façons de faire qui sont plus risquées que d'autres, sur le plan juridique notamment,
et d'essayer de proposer un chemin, une procédure, des procédures, des chemins, des outils procéduraux qui présentent moins de risques. Alors, évidemment, moi, je vous parle du bout plus ennuyeux, j'essaierai d'être sommaire, qui est le partage des compétences, le bout, quel est le morceau de souveraineté que le Québec possède dans ces matières-là. Et à ce jeu-là, il faut être habile parce qu'il y a un certain nombre de contraintes. Il est quand même établi depuis un bon moment que les télécommunications, la régulation des grandes entreprises de cellulaire, de câbles, ça relève d'Ottawa. Et même s'il y a un fort consensus au Québec pour rêver d'un CRTC québécois, les contraintes légales actuelles font en sorte que le CRTC, ça relève de la compétence du fédéral. Donc, il fallait, dans le rapport, je dirais, briser une certaine inertie, établir un volontarisme, identifier un chemin le plus crédible selon nous pour dire, si on fonde notre action sur ces leviers-là, ces poignées-là, on serait dans une position moins contestable, solide le plus possible sur le plan juridique, et c'est un peu ça la partie du rapport dont je vais essayer de vous entretenir très sommairement. Alors, Véronique l'a dit, mais c'est très important de se le rappeler, le numérique n'est pas une enclave à l'abri des lois. Ce qui est de la compétence du Québec dans le monde réel, ça l'est aussi dans le monde virtuel, ni plus, ni moins. Donc, si le Québec a une compétence sur les librairies, quand le livre se vend en ligne, normalement, cette transaction-là devrait relever de notre compétence. Même chose pour les bibliothèques, les cinémas, les musées. Certains sont de notre compétence, d'autres relèvent du fédéral. Si jadis, un club de location vidéo, j'étais commis dans un super club Vidéotron pour payer mes études. Je pourrais vous raconter plein de belles choses sur la vie dans un club vidéo. Mais je me rends compte de plus en plus que les gens commencent par me dire « Mais c'est quoi ça, un club vidéo? » Bref, toutes ces choses jadis dans le monde réel sur lesquelles le Québec avait compétence, il faut, normalement, on a aussi une compétence dans le monde virtuel. Mais, dernière considération très générale avant d'entrer dans le vif du sujet, le fédéralisme canadien, c'est souvent un genre de Far West, pas autant... oui, c'est régi par des règles, mais bon, il y a des moyens de les contourner à certains égards. Puis il y a du flou dans l'interprétation de ces règles-là. Et quand on met tout ça dans la balance, en tout cas, c'est une conviction forte qui nous anime, c'est que le palier de gouvernement, l'ordre de gouvernement qui agit en premier, qui occupe le premier un champ de compétences, dans le doute, il y a plus de chances de confirmer sa compétence quand il l'exerce que quand il est dans la passivité. Par exemple, au Québec, ce n'était pas évident qu'on avait le droit d'adopter une loi sur l'aide médicale à mourir, mais en l'adoptant, on a eu plus de chances de se voir reconnaître cette compétence, qui est arrivée après par les tribunaux, que si nous avions été passifs. Et ainsi de suite, il y a des exemples qui vont dans le sens inverse, où le fédéral agit sur quelque chose que ce n'est pas évident. Avant de taper sur les doigts d'un gouvernement qui agit, les tribunaux, ils pensent à deux fois. Et donc, souvent, les gouvernements les plus proactifs sont les gouvernements les mieux placés pour élargir, conforter leurs compétences. Donc, là-dessus, encore une fois, ça plaide pour ce qui est une idée centrale du rapport. Un appel à l'action, une stratégie volontariste, l'idée qu'il faut faire quelque chose, répondre aux arguments de ceux qui voudraient nous laisser dans la passivité. Et le rapport, à bien des égards, n'est pas si détaillé sur, une fois qu'on passe à l'action, c'est quoi en détail qu'il faut faire. Là, on donne beaucoup d'idées, mais il y avait tellement à faire pour démontrer qu'une action était possible et nécessaire que c'est quand même là-dessus qu'on essaie d'être le plus systématique. Donc, par rapport au fédéral, pour être concis, si on résume un peu l'historique des compétences dans cette matière-là de façon très grossière, en 1867, la culture, c'est un peu comme l'environnement, c'est pas un truc auquel on réfléchit vraiment. Donc, le mot ne se retrouve pas vraiment dans 1867, mais ce n'est pas parce qu'on nomme pas une réalité en 1867 qu'elle n'existe pas pour autant. Ce qui existe, par contre, en 1867, c'est des infrastructures de télécommunications. Ça, c'est au cœur du projet canadien de 1867.
de s'unir pour mettre en commun certaines infrastructures de communication, à commencer un chemin de fer, mais aussi des signaux de télégraphe. Donc, dans 1837, le télégraphe, c'est fédéral. Et donc, c'est à partir de là que le fédéral va pouvoir élargir. Quand la radio va apparaître, on va dire, ah, ben, la radio, c'est le télégraphe qui se raffine. Et quand la câblo-distribution va être créée, on va dire, le signal de radio, maintenant, c'est le signal de câble. Et donc, si on avait identifié le gros noyau dur de la compétence fédérale en culture, ça ne s'arrête pas à ça. Mais le noyau dur, le socle, là, ce qui est le plus ferme dans sa compétence, c'est très clairement une compétence sur les signaux, sur les tuyaux, sur les infrastructures interprovinciales de télécommunications, de diffusion. Et donc, le tuyau, ça, c'est assez clair que c'est fédéral. À l'inverse, ce qu'on met dans le tuyau, le contenu, ça se discute. En même temps, on est entre nous. C'est vrai que le fédéral, avec le temps, il a élargi sa compétence du tuyau pour aller vers le contenu du tuyau de plus en plus. Et Québec aussi a agi dans le contenu culturel aussi. Donc, sur les contenus, c'est plus compliqué et on a une compétence qui se partage. Dans quelle mesure aussi, des fois, il y a des gouvernements qui agissent, mais qui n'ont pas nécessairement besoin d'une compétence parce qu'ils font juste dépenser de l'argent. Et là, au lieu de dépenser de l'argent, tout le monde peut un peu agir dans la compétence de l'autre. Les tribunaux ne se mêlent pas trop de ces questions-là. Et ça, c'est un peu notre portrait en termes de partage des compétences. Et donc, le rapport essaie vraiment d'envoyer le signal que, bon, le rôle du fédéral auquel il ne faudrait pas trop aller dans cette direction-là, c'est les tuyaux, c'est les infrastructures de télécommunications, c'est aussi les entreprises de télécommunications qui sont depuis longtemps reconnues comme des entreprises de compétences fédérales. Donc, nous, on dit, OK, on va aller ailleurs. Nous, c'est les contenus, nous, c'est le droit commun, les règles ordinairement applicables et tout ça. Et dans ce droit commun, il y a évidemment notre Code civil, mais il y a aussi notre Charte des droits et libertés, et qui donne des droits à des personnes. Qui n'est pas dans une logique de réguler des types d'entreprises, des types de signaux, non, qui est tout simplement en train de dire, peu importe, les entreprises, les signaux, etc., les individus, les personnes ont des droits. Et limiter déraisonnablement ces droits-là, c'est un problème. Et donc, pour asseoir un peu la compétence d'un projet de loi, l'idée, en tout cas, je pense que c'est quand même un point tournant important dans nos réflexions. Puis, Véronique et moi, on venait beaucoup, puis je pense qu'on a été de bons complices sur ce terrain-là, parce qu'il y avait des réticences dont on pourra parler. C'est de ne pas avoir peur d'occuper le terrain des droits fondamentaux, qui, encore une fois, est un terrain qui permet de faire un pont avec l'international, parce que les droits culturels, c'est un objet de réflexion, puis aussi un objet confirmé dans certains instruments de protection des droits et libertés. Donc, de dire, les droits fondamentaux, ce n'est pas juste des droits individuels, type première génération, etc. Il y a aussi des droits culturels. Et de dire, dans le projet national québécois, il y a une préoccupation aussi à l'endroit de la culture comme un bien commun fondamental. Il y a une préoccupation pour la culture à l'international. Ce qu'on pourrait, dans un projet de loi, avoir comme point de départ la consécration, la reconnaissance de certains droits culturels. Surtout qu'il y en a déjà au moins un dans la Charte québécoise. Et en plus, on avait un contexte favorable avec l'ajout récent à l'occasion de la réforme de la loi 101 d'un article 3.1 de la Charte québécoise pour marquer le droit de vivre en français au Québec. Et donc, on disait, dans la foulée de ce droit de vivre en français, on pourrait proclamer le droit d'avoir accès, de découvrir dans la vraie vie comme dans le numérique, de ne pas voir l'accès et la découverte des œuvres déraisonnablement limitées. Donc, c'est comme ça que cette idée d'y aller sur le terrain des droits fondamentaux, un terrain différent de celui qui est occupé par Ottawa, s'est imposée. C'est un choix qui je ne sais pas s'il va être repris par le gouvernement, là, ça va de soi, c'est pas nous, on fait un rapport, c'est pas nous qui va faire les suites, peut-être que tout ça sera sans suite, mais c'est un choix, en tout cas, que nous, on a mis de l'avant et dans lequel on voyait plusieurs avantages. Donc, sur le plan du partage des compétences, je l'ai souligné, mais aussi sur le plan d'essayer de légiférer des géants du Web
ça implique de faire attention sur le plan du droit. Il ne faut pas être en train de faire le coup du Minitel. Autrement dit, hein, si vous connaissez bien l'histoire du développement technologique en France, la France a inventé l'Internet et l'a développé avant les autres. C'était un petit réseau fermé et qui fonctionnait super bien, qui s'appelait le Minitel. Et c'était un développement technologique remarquable, mais ça n'a pas réussi à s'adapter parce que justement, c'était un réseau fermé. Et l'Internet a clairement pris le dessus. Et donc, il ne faut pas une loi qui légifère la façon dont la culture marche aujourd'hui en 2024. Il faut que ça soit rédigé d'une manière qui établit des objectifs, des choses à faire ou à ne pas faire, qui vont être capables de s'adapter à un monde technologique qui évolue constamment. Et donc, l'approche des droits fondamentaux, droit à la culture, ben, c'est aussi une façon de dire ici, là, on y va davantage sur proclamer un principe, un droit, une garantie, et on laisse énormément de souplesse sur le moyen et le chemin pour assurer cela. C'est aussi une façon habile de, responsabiliser le juge, puis de l'impliquer là-dedans, puis lui donner le pouvoir de trancher au cas par cas des situations on limiterait déraisonnablement ce droit-là. Et comme c'est souvent le cas avec les droits fondamentaux, en 82, quand ils ont adopté la Charte canadienne, il n'y avait aucune idée des jugements qui allaient arriver après. Et on sait très bien qu'avec ce terrain-là, sur le long terme, il y a une capacité, on crée un pouvoir, une dynamique qui va pouvoir se développer et avoir des répercussions positives pour la culture qui, peut-être qu'à court terme, ne semblent pas si évidentes, mais qui, justement, à long terme, il y a une grande capacité de s'adapter. Ensuite, il y a, j'accélère, mais il y a d'autres avantages quand même à ne pas négliger. C'est technique, mais une entreprise peut bien créer, limiter de façon déraisonnable l'accès à la culture. Mettons Disney, sur Disney ou sur Apple TV, il n'y a aucune œuvre originale francophone en ce moment, du moins ici au Québec. C'est clair que c'est déraisonnable, il y en a 0, 0, 0, 0. Mais ça vaut combien, ça, porter atteinte aux droits culturels? Puis si tu fais une loi classique, c'est quoi l'amende? C'est 1 million? C'est 500 000? Bon, ben avec l'approche des droits fondamentaux sur le régime de la Charte québécoise, on peut développer, ce qui est très rare dans le système, des dommages punitifs. Donc, le juge au cas par cas peut donner des dommages qui vont au-delà de ce que la personne subit. La personne, moi, que je n'ai pas accès sur Disney à des œuvres originales, peut-être que ça ne vaut pas grand-chose dans ma vie d'individu, de plaignant, mais le juge, au moins, peut dire, oui, mais au-delà du dommage subi, il y a un dommage punitif qui peut être donné. Et ça, là-dessus, en droit québécois, c'est très rare qu'on peut aller sur ce terrain-là, et là, ça le permet. Fait qu'il y a différents avantages. Il y en a un que j'ai oublié de mentionner, mais c'est celui aussi qu'il ne faut pas oublier que dans le cas de la Charte québécoise, elle produit des effets entre les individus eux-mêmes, alors que la Charte canadienne produit seulement des effets entre l'État et l'individu. Et donc, en inscrivant un droit culturel dans la Charte québécoise, des vrais droits opposables, pas une proclamation de principe, ben, on crée des obligations qui ne pèsent pas juste sur l'État québécois. Et un individu peut, au même titre qu'une personne qui fait rire d'elle par un célèbre humoriste peut aller jusqu'en Cour suprême, je fais évidemment référence à l'affaire Ward contre Jérémy Gabriel, ben, un individu qui est en relation contractuelle avec Apple TV pourrait dire, ben moi, je m'en vais jusqu'en Cour suprême parce que, voilà. Donc, au cœur de notre approche, tenir compte d'un environnement technologique qui évolue, avoir une législation souple qui s'adapte avec le temps, qui va sur un terrain différent du fédéral, où notre compétence est bien établie, les droits fondamentaux, c'est le cas, la langue, c'est le cas, la culture aussi, d'essayer d'additionner tout ça, puis s'éloigner d'une ambition qui consisterait à réguler les signaux des entreprises, des infrastructures. Là, ce n'est pas le meilleur terrain pour nous. Donc, il y a ces choix-là, mais le projet de loi qu'on propose ne se résume pas qu'à des histoires de droits fondamentaux. On aimerait ça aussi qu'il soit complété par un volet un petit peu plus classique, où, comme dans une loi ordinaire, on peut imposer des obligations complémentaires. On peut déléguer des pouvoirs aussi. Et là, on suggère de déléguer des pouvoirs, non pas à un CRTC québécois qui, justement, pourrait avoir l'air suspect aux yeux d'un juge qui voudrait vérifier si on ne va pas sur le terrain du fédéral, mais on voudrait plutôt déléguer des pouvoirs à 2 institutions, d'un côté le ministre et de l'autre côté le récent commissaire à la langue française qui pourrait faire un certain suivi de phénomènes, statistiques, etc. Et ce commissaire à la langue française, bien, il est cohérent avec le choix dont a parlé Véronique, de protéger la langue,
mais il renforce encore plus le fait que sur le plan de la philosophie de la loi, on veut légiférer en matière de langue et culture, un domaine où on est quand même assez solide. Aussi, on propose des techniques, le recours à des techniques législatives qui pourront, aux yeux de certaines personnes plus cyniques, apparaître comme une législation trop molle, mais on est tous convaincus que c'est indispensable en 2024 quand on est un petit joueur et qu'on s'attaque aux géants du web, d'utiliser ces techniques-là. Vous avez peut-être suivi comment le fédéral a légiféré pour le partage de nouvelles et comment Meta, c'est-à-dire l'entreprise derrière Facebook, Instagram, a tout simplement dit ben, c'est parfait, votre loi, on ne l'aime pas, on va vous boycotter, on va sortir du Canada, puis pas sortir du Canada, mais on ne partagera plus de nouvelles au Canada, comme ça, on n'aura pas besoin de se faire imposer cette loi-là. Et évidemment, on avait cet exemple-là sous les yeux pendant qu'on réfléchissait, un exemple où un Parlement agit sans coalition avec le reste du monde. On revient toujours à ce besoin d'avoir des alliés à l'international, puis d'être un joueur qui participe à forger un standard commun avec d'autres pays. Donc là, le Canada n'avait pas ça du tout et n'avait aucune mesure de substitution. Au fond, c'est mère et loi ou c'est rien. Et nous, ben, ce qu'on propose dans notre rapport, c'est au contraire d'être beaucoup plus stratège dans la façon et fin dans la manière de légiférer et donc de dire, OK, on crée une obligation. Moi, j'en formule une par exemple. Toute personne qui fait une recommandation, toute entreprise qui recommande un contenu culturel, que ce soit un contenu ou 5 contenus, doit au moins en recommander un qui est un contenu original francophone. Mettons une obligation comme celle-là, elle est toute minimale, on met ça dans la loi. Une façon habile de légiférer, c'est aussi de déléguer ensuite le pouvoir au ministre de négocier des mesures de substitution. Admettons qu'une entreprise, pour une raison ou pour une autre, moi, je suis une grande plateforme dans ce domaine culturel, mais par définition, ma mission, c'est un certain type de contenu, puis j'en vais jamais en diffuser du contenu d'expression originale francophone. Mais il faut qu'il y ait moyen pour un joueur comme ça qui veut s'établir au Québec de négocier avec le ministre une mesure de substitution, un équivalent, un engagement. Minimalement, ça peut être tout simplement de verser de l'argent, de contribuer dans un pot pour contribuer à ce qui est. Donc, il faut qu'il y ait aussi des échappatoires. Et on sait qu'aux yeux de personnes attachées au siècle passé, où l'État pouvait imposer sa volonté unilatéralement sans avoir justement à prévoir des échappatoires, ça pourra sembler trop mou comme approche. Mais nous, on croit au contraire que c'est un long combat, celui d'imposer notre souveraineté, nous, petit État québécois, mais aussi tous les autres États à ces plateformes-là, et que ça doit se faire tranquillement, par étapes. Et que l'important, c'est qu'on commence à jouer ensemble, à accepter que les plateformes doivent accepter de jouer le jeu. Et pour ça, il faut avoir une souplesse législative et réglementaire qui leur permet de négocier des solutions sculptées à leur modèle d'affaires, même si ça peut sembler injuste, même si ça peut sembler comme si on avait créé un panier percé. L'important, c'est qu'ils embarquent dans le système des lois que l'on crée, qu'après ça, tranquillement, l'étau se resserre. Et la belle époque où on imposait 40 de quotas comme ça, elle va peut-être revenir, mais il faut commencer à quelque part. On l'a vu avec l'imposition de la taxe de vente. Il s'agit d'être volontaire, d'y aller habilement et ça peut marcher. Bref, c'est surtout de ces questions-là que je voulais vous entretenir, c'est-à-dire la nécessité d'une loi, la capacité du Québec d'en faire une loi. Il y a un autre volet dans le rapport que Véronique a mentionné là, parmi les points dont je dois vous parler, mais je pense que ça vaut la peine d'être beaucoup plus concis que celui-là. C'est évidemment, on veut bâtir des alliances avec l'international, on veut agir avec nos lois pour montrer qu'on fait notre part, mais nos lois, ce sera toujours qu'un morceau de la législation canadienne en la matière. Et donc, là, il y a un volet du rapport qui est notre relation avec le fédéral. Qu'est-ce qu'on fait pour influencer ses propres lois et ses politiques? Et là-dessus, ben, le rapport recommande fortement la négociation d'une entente fédérale provinciale. On prend le temps de faire un peu l'historique des revendications du Québec en ces matières. Le thème de la souveraineté culturelle de Robert Bourassa aujourd'hui. On montre comment c'est un thème là, qui n'est pas un thème partisan, qui a été d'une manière ou d'une autre embrassé par toutes les formations politiques représentées à l'Assemblée nationale.
Et c'est drôle parce que j'en aurais parlé même s'il n'était pas là, mais on mentionne aussi un point qui est très cher à notre ami Guy Laforêt, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Le combat du Québec pour négocier des ententes dans le domaine de la culture, il remonte à longtemps. Et souvent, la demande dans l'espace public, elle se traduit par un rapatriement des pouvoirs du fédéral vers le Québec dans le domaine de la culture. Et donc, ça, c'est souvent un réflexe québécois parfaitement légitime et très pertinent. Et le rapport n'a rien contre cette dynamique-là, qui consiste à dire, si on s'assoit avec Ottawa, on pourrait coordonner nos compétences respectives. Et un peu comme on fait déjà en immigration ou dans d'autres domaines, on pourrait se partager, non pas la compétence législative, mais la compétence d'appliquer la loi, la compétence administrative, exécutive. Donc, il y a des gains d'autonomie possibles pour le Québec à cet égard-là. Mais le volet qui est souvent moins réfléchi, c'est celui sur lequel, c'est pour ça que je faisais un clin d'œil à Guy Laforêt, parce qu'il fait partie de ceux qui attirent l'attention de plusieurs sur le fait qu'on y réfléchit moins à cet aspect-là au Québec. C'est que du moment où le domaine des télécommunications et de la culture va rester un domaine de compétences partagées, même si le Québec allait chercher plus d'autonomie, ce que l'on souhaite, il restera toujours un petit morceau que le fédéral va se garder. Le rapport insiste aussi sur l'importance de penser ce petit bout que le fédéral va se garder. Dans ce petit bout que le fédéral va se garder, le Québec n'est pas juste « Ah, vous faites vos affaires ». Non, le Québec demande que dans le carré de sable qui est celui d'Ottawa, il y a des mécanismes pour mettre du Québec, mettre du fédéralisme, mettre de la participation des provinces. C'est pas normal, par exemple, qu'un ministre québécois qui a des représentations à faire auprès du CRTC est obligé de demander son droit d'aller parler au CRTC comme n'importe quel lobby, alors qu'après tout, il est quand même un représentant d'un gouvernement. Donc, comment on nomme le représentant du Québec au CRTC? C'est le fédéral qui choisit ou c'est Québec? La place des gouvernements provinciaux et surtout du nôtre dans le volet de la culture qui est géré par Ottawa, comment on peut coopérer, co-décider, co-agir. Et le rapport, et je m'arrête enfin là-dessus, insiste à la fin essentiellement sur une vision qui est on pourrait chicaner. Et il y a beaucoup de matière à. On ose même par moment prétendre que la loi C11 adoptée par le fédéral, c'est une loi que le Québec aurait pu choisir de contester sous l'angle du partage des compétences. Sauf que de se lancer dans une contestation devant les tribunaux, c'est des années de perte de temps sur le dos des artistes pendant lesquels on ne fait rien, puis on s'en va pendant 7 ans dans une guerre. Alors qu'à l'inverse, négocier une entente avec Ottawa de bonne foi pour essayer de se coordonner autour d'objectifs qu'on a pourtant, jusqu'à nouvel ordre, on a des objectifs communs sur ces questions-là. On pense que ça peut être beaucoup plus efficace pour notre propre politique, mais aussi pour la politique fédérale. C'est-à-dire que C11, un jour, ça pourrait être contesté par les plateformes sous l'angle du partage. Mais si Québec a son équivalent de C11, si tout ça est approuvé par une entente, si les deux lois font référence l'une à l'autre, là, franchement, Netflix a besoin de se lever de bonne heure pour attaquer un dispositif coordonné entre le fédéral et les provinces. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de mettre en valeur les vertus de la bonne entente. Après, est-ce que notre rapport est naïf sur le plan de la capacité d'arriver à un bon entente, à cette bonne entente? Peut-être, j'en conviens, mais nous, notre devoir, c'était de prescrire comment les choses devraient se passer idéalement. Et là-dessus, on pense que et Québec et Ottawa auraient intérêt à se parler. Ça serait bon pour les deux dans le domaine. M'excuse si j'ai été long. Désolé. Ça mérite ces explications. Le temps file, cela dit, puis je veux vraiment qu'on prenne le temps de répondre à vos questions ou d'entendre vos commentaires. Je terminerai quand même par dire quelques mots sur la dernière partie où il y a des mesures autres dans la 4e partie du rapport qui font l'objet donc de recommandations. Pourquoi? Mais c'est que la découvrabilité, c'est un enjeu complexe. Et oui, par exemple, Patrick vient de vous parler de cette loi qui amènerait les plateformes à proposer du contenu original en langue française. C'est un morceau seulement. Et il y a d'autres mesures qu'il faut déployer pour que cette stratégie-là puisse donner ses effets. Et donc, il y a une dizaine de recommandations qui portent sur ces aspects plus complémentaires, mais non moins essentiels.
Je ne vais pas vous les énumérer, mais je vais vous donner 2 exemples. Certaines recommandations portent sur la question du financement, de la création et de la production culturelle. Pourquoi? Ben, on a beau avoir la loi la plus, efficace, détaillée pour amener les plateformes à mettre de l'avant le contenu, si ce contenu-là, il n'est pas bon, s'il ne vous plaît pas, quand on vous le propose, puis vous décidez de donner une chance, de le visualiser, de l'écouter, ben, la prochaine fois, les recommandations, vous allez passer outre et vous allez aller voir au-delà et consommer d'autres contenus que celui qu'on essaie de vous proposer. Alors, on suggère notamment de revoir les mécanismes de financement. Les contenus culturels sont financés au niveau provincial, au niveau fédéral. Est-ce qu'on finance les meilleurs contenus? Est-ce qu'on finance les productions partout où elles se retrouvent? Partout où l'attention du public se tourne? L'attention qui a été canalisée par les cinémas, par les écrans de télévision, par ce que nous fournissaient nos câbles distributeurs, se déplace progressivement. Il s'est déjà déplacé vers les plateformes. Maintenant, la question, c'est quelle plateforme? Oui, peut-être vous regardez du contenu sur Netflix, mais peut-être vous êtes sur YouTube aussi, peut-être vous êtes sur TikTok, puisque vous voyez sur TikTok, ça vous oriente vers certains contenus. Donc, il faut vraiment réfléchir, surtout à l'égard des jeunes. Où sont les jeunes et quel type de contenu les jeunes ont le goût de voir et comment on peut leur transmettre la langue française ou la culture québécoise à travers ces contenus, puis un bon positionnement de ces contenus. Il y a une vraie réflexion en profondeur à y avoir. D'autres États ailleurs dans le monde ont commencé cette réflexion et ont des projets pilotes pour tester le financement de nouveaux types de contenus. Peut-être que c'est temps de le faire aussi chez nous, même si on a déjà une excellente production audiovisuelle, musicale. C'est pas qu'on fait pas bien les choses, mais est-ce qu'on peut optimiser notre financement? Donc ça, on pense que c'est important de le faire. Premier exemple. Mon deuxième, ce sera sur l'intelligence artificielle. Vous en entendez parler, l'intelligence artificielle fait désormais déjà partie de nos vies et déjà bien implantée dans plusieurs secteurs, y compris dans le secteur des industries culturelles et créatives. Vous êtes au courant des IA génératives, mais auxquelles vous avez accès maintenant, et du texte, mais aussi, ça c'est moins accessible grand public, mais ça s'en vient, contenu audiovisuel, contenu musical. Ça va poser beaucoup de questions. À plein d'égards, notamment au niveau de la découvrabilité des contenus en langue française, originale en langue française. Comment on va se positionner par rapport à un contenu francophone, une chanson francophone qui a été créée à l'aide d'un répertoire de musique francophone, de musique originale en langue française? Comment est-ce que nos politiques en matière de découvrabilité vont se positionner par rapport à ce nouveau type de contenu? Ça, c'est un élément. Puis l'IA, ça nourrit, c'est aussi ce qui analyse vos comportements comme consommateurs et qui est derrière de nombreux systèmes d'algorithmes de recommandation. Il y a de la prescription algorithmique, il y a de la prescription humaine, il y a des personnes qui peuvent vous recommander du contenu, mais ça fonctionne beaucoup par intelligence artificielle maintenant aussi. Donc, le message qu'on envoie, puisque les réflexions en matière d'IA responsable, d'encadrement de l'usage de l'IA se multiplient, c'est qu'il faut positionner la question culturelle, la question de la diversité culturelle, la question de la diversité des expressions culturelles et de la diversité linguistique dans toutes ces réflexions où on souhaite aller de l'avant avec l'encadrement de l'utilisation de l'IA dans différents secteurs d'activité. Jusqu'à présent, souvent, la culture échappe. Quand on pense des grands risques que pose l'IA, on pense à l'IA utilisée dans le conflit armé, l'IA dans les systèmes de justice, l'IA au niveau des relations de travail pour sélectionner les candidats à l'IA en finance, pour dire à qui on attribue un prêt ou pas. Rarement on parle des grands risques que pose l'IA dans le secteur de la culture vis-à-vis de nos identités, qui on est, qui on sera demain. Et je pense que c'est important aussi d'amener la culture dans toutes ces réponses.